Ce nouveau Facebook Live confiné. J'accueille ce soir Muriel Pénicaud. Ma chère Muriel, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, de prendre de ton temps dans un agenda qui est évidemment pendant cette crise très chargé. Je suis content de vous retrouver. Vous savez qu'on fait ces lives, mais d'abord parce que dans la période, c'est extrêmement utile qu'on ait ces moments pour maintenir un lien, évidemment, pouvoir répondre à beaucoup de questions et surtout répondre à une exigence que nous avons en ce moment et sur lequel le mouvement La République En Marche se positionne fortement. Communiquer, communiquer, communiquer. Nous sommes dans un moment où il y a beaucoup de repères qui sont perdus. Il est absolument nécessaire de pouvoir transmettre de l'information, de pouvoir parfois aussi détricoter les différentes informations erronées qui peuvent tourner. En ce moment, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on le fait énormément. On a mis en place une hotline pour le faire. Vous pouvez la retrouver sur le site de La République En Marche, la hotline Covid-19. On essaie de répondre très activement aux centaines de questions que vous nous posez déjà depuis qu'on a lancé cette hotline en début de semaine. On le fait aussi et on communiquera dans les jours qui viennent un guide avec les quelques centaines de mesures qui ont été prises par le gouvernement sur tous les champs économiques, sociaux, sanitaires, financiers pour pouvoir répondre aux urgences que les Français rencontrent. Et donc, c'est utile d'avoir ces outils-là aussi pour communiquer et transmettre de l'information qualifiée. Et puis, évidemment, ces moments de partage d'informations à travers ces Facebook Live. La semaine dernière, vous avez été nombreux à nous suivre quand j'ai eu le plaisir de recevoir Agnès Pannier-Runacher. On a beaucoup parlé des TPE, des PME. Et cette semaine, avec Muriel, on va parler de l'emploi, on va parler des qualifications des travailleurs. Je crois qu'il y a beaucoup de questions que vous vous posez. Demain soir, j'aurai le plaisir de recevoir deux maires qui sont en première ligne pour parler de la façon dont les collectivités locales font face à la crise sanitaire. Ce sera Caroline Cailleux, la maire de Beauvais, et Denis Thuriot, le maire de Nevers. Et puis jeudi, je recevrai Thomas Meignier, qui est député, qui est engagé sur les questions de santé, mais qui a aussi repris la blouse blanche. Et on pourra échanger avec lui sur la situation dans les hôpitaux notamment. Donc, démarrons sur les questions que se posent nos internautes, Muriel. Beaucoup de questions qui nous remontent souvent sur les champs de l'emploi. On le sait, le gouvernement a mis en place énormément de mesures. Tu as mis en place énormément de mesures pour répondre à l'urgence, pour protéger les salariés avec la mise en place du chômage partiel notamment, mais aussi pour donner des outils de flexibilité aux entreprises pour pouvoir s'adapter dans la période qu'on vit. Alors peut-être que je démarre de façon très simple. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être de manière un peu synthétique les dispositifs qui ont été mis en œuvre par le gouvernement avant qu'on rentre dans le détail et qu'on réponde à nos internautes? Oui, merci Stanislas. C'est Stan. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, notre objectif, c'est clair, c'est dans cette période de crise sanitaire, c'est de limiter la crise économique et sociale avec trois axes. Le premier, c'est évidemment d'éviter les défaillances d'entreprises et d'éviter qu'elles perdent les compétences qui seront indispensables pour repartir. Le deuxième axe, c'est de protéger les salariés. Alors, protéger les salariés en évitant les licenciements, c'est le chômage partiel, mais aussi protéger la santé et la sécurité de ceux qui travaillent pour que la vie puisse continuer, que le pays puisse continuer de tourner. Et puis le troisième, c'est de protéger les plus vulnérables. Et je pense notamment aux chômeurs qui arrivent en fin de droit, ceux qui sont en contrat précaire ou saisonniers, ou ceux qui ont des particularités comme les intermittents du spectacle. Donc on a toute une série de mesures pour protéger ceux qui, dans le contexte actuel, évidemment, se trouveraient en grande difficulté. Donc sur les champs de travail et emploi, une grosse mobilisation, beaucoup de mesures. Et je crois qu'on a appris aussi de la crise de 2008-2009, on a appris de ce qui avait été insuffisant, on a regardé ce que faisaient les autres pays. Et c'est pour ça notamment qu'on a décidé d'avoir un dispositif massif et inédit en termes de chômage partiel pour vraiment éviter les vagues de licenciements, éviter la casse sociale, que les salariés ne se retrouvent pas au chômage et que les entreprises gardent les compétences dont elles auront besoin demain. Alors c'est vrai que peut-être que c'est bien qu'on parle un peu de ce dispositif de chômage partiel qui a été mis en place. Tu le disais, on a tiré des enseignements de la crise de 2008. On a élargi le dispositif de chômage partiel pour qu'il puisse toucher bon nombre de personnes. Est-ce que tu peux nous en préciser un petit peu les contours? Qui peut être concerné? Comment? Avec quel niveau ensuite d'indemnisation pour les salariés? Alors, on a changé à la fois les montants d'indemnisation et de remboursement des employeurs et à la fois les publics. Aujourd'hui, donc, le chômage partiel, dans le dispositif qu'on a mis en place, est le plus protecteur d'Europe. Pourquoi? Parce qu'il permet
à tous les salariés qui seraient mis en chômage partiel par leur entreprise, parce que l'activité n'a plus lieu ou qu'il n'y a plus qu'une activité partielle. S'ils sont au chômage partiel, ils touchent au niveau du SMIC 100% de leur rémunération, en dessous du SMIC 100% de leur rémunération, et au-dessus 84%. Et je parle bien de la rémunération nette. Donc ça, c'est très protecteur. Mais on l'a aussi permis que ça marche massivement en remboursant, sur le budget du ministère du Travail, les employeurs jusqu'à 4 fois et demi le SMIC. Pourquoi? Parce qu'avant, la débité qui était remboursée aux employeurs n'allait que jusqu'au SMIC. Donc une PME qui avait plus du tout d'activité, qui se retrouvait vraiment dans la mouise, si vous me permettez l'expression, eh bien, elle était souvent obligée de licencier parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire tous les salaires au-dessus du SMIC. Là, jusqu'à 4 fois et demi du SMIC, les indemnités qui sont versées, les salaires qui sont versés à ces salariés lui seront remboursés parce qu'ils ne peuvent plus avoir d'activité. Puis, le deuxième élargissement qu'on a fait, c'est les publics, parce que n'avaient pas accès au chômage partiel, ceux qui sont en forfait jour, les VRP, les assistantes maternelles, les emplois à domicile. Donc, on a complété, je dirais, pour que tout le monde ait un filet de sécurité. En ce qui concerne les indépendants, on a regardé et on a décidé de ne pas utiliser le mot chômage partiel et le dispositif chômage partiel qui est basé sur une feuille de paye. Un indépendant n'a pas une feuille de paye, il a un revenu. Et c'est pour ça que, avec Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher et Gérald Darmanin, on a mis en place ce système de fonds de solidarité qui permet pour les indépendants, y compris micro-entrepreneurs et professions libérales, d'avoir, eux, une indemnité de leur côté. Donc l'idée, c'est vraiment que dans cette crise, il faut tous être solidaires. On va s'en sortir en étant tous solidaires et donc il faut qu'il y ait un filet de sécurité pour chacun. Alors le chômage partiel a démarré très fort. On était à vendredi soir à 220 000 entreprises qui avaient demandé le bénéfice du chômage partiel pour leurs salariés, concernant 2 200 000 salariés. Et je sais que j'ai tous les radars qui me montrent qu'on va aller bien au-delà. Mais je pense que c'est un bon investissement pour la nation, parce que ça évite les licenciements et ça permettra de repartir plus fort demain. Au lieu d'avoir des vagues de licenciements comme on a connu dans les années 2008, 2009, 2010. Rappelez-vous, on le disait il y a 2 mois, ça nous paraît très loin, on a mis 10 ans à récupérer le taux de chômage de 2008, donc à absorber en termes d'emploi les effets de la crise. Là, on ne veut pas que ça dure 10 ans, ni pour les entreprises, ni pour les salariés, donc c'est pour ça qu'on met le paquet, si je vous me permettez l'expression, sur le chômage partiel. Évidemment, on va continuer de se battre aussi après la crise sur ce sujet-là, comme tu le fais depuis le début du quinquennat. Peut-être c'est l'occasion de tordre le cou à une fake news qui a beaucoup tourné ces dernières heures. Le chômage partiel serait moins bien indemnisé que le chômage. Il y a eu alors, c'est l'inverse. Exactement. Oui. C'est l'inverse parce que le chômage, quand on est au chômage, d'abord, au chômage, on n'a pas d'emploi. Et donc, on a une indemnisation qui ne dure pas indéfiniment. Et elle est à 70% de son salaire net. Alors que au chômage partiel, le mot est, en vrai, le vrai mot, ça s'appelle activité partielle. Mais comme le langage courant, on dit chômage partiel, j'utilise le mot du langage courant. Mais on n'est pas au chômage. Quand on est au chômage partiel, on garde son contrat de travail, il est suspendu. On ne travaille pas pendant la période du chômage partiel, mais on a 84% de son salaire ou 100% si on est au SMIC. Donc non, c'est plus favorable. Et d'abord parce que la rémunération est supérieure, et puis surtout, on garde son emploi. Hein. Donc le jour où le chômage partiel s'arrête, on est en emploi, il n'y a rien à faire, c'est automatique. Alors, je te relaie quelques questions que nous posent nos internautes. Est-ce qu'un employeur peut imposer aux salariés le chômage partiel? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux donner des précisions? Alors c'est pas individuel, le chômage partiel, enfin, sauf si l'employeur a un seul salarié, il a le droit de… ça peut marcher pour un seul salarié, mais s'il a un salarié. Le point de départ, c'est qu'il y a l'activité ne peut plus exister. Ou bien dans une entreprise, peut-être il y a 3 activités, une qui peut continuer, 2 qui ne peuvent plus continuer à cause de la crise sanitaire. Donc, c'est toute l'équipe concernée, voire tout le personnel, si toute entreprise est concernée, qui est mis en chômage partiel. C'est pas monsieur ou madame, on fait du sur-mesure. C'est tous ceux dont l'activité est empêchée sont en chômage partiel. Donc oui, là c'est imposé parce que c'est l'employeur qui dit bah, écoutez, moi je n'ai plus de travail pour vous, donc au lieu de vous licencier, je vais demander le chômage partiel. Alors, il y a beaucoup de questions aussi qui sont montées ces derniers jours sur des entreprises qui se voient accepter les dispositifs de chômage partiel, d'autres qui se voient refuser parfois les dispositifs. Est-ce que là aussi, tu peux nous donner un peu des pressions sur comment ça marche, comment il faut faire la demande notamment? Parce que je crois que là aussi, le gouvernement a décidé d'assouplir le dispositif.
Alors, compte tenu de l'afflux, qui est évidemment très important, j'ai décidé que les entreprises auraient 30 jours pour faire leur déclaration et qu'on prenait à titre rétroactif pour éviter le stress de j'ai pas demandé à temps. Voilà. Et sous 48 heures, si l'administration n'a pas répondu, c'est réputé positif. Donc, en gros, on est sur un principe de confiance a priori. Silence vaut acceptation. Voilà, silence vaut acceptation. C'est l'esprit des lois d'ailleurs qu'on a fait sur la confiance. Par contre, il y aura des contrôles a posteriori, évidemment, pour éviter les quelques abus qu'il pourrait y avoir. Dans toute loi, il y a toujours quelques-uns qui abusent. C'est une minorité, mais il faut pouvoir évidemment les sanctionner. Et le Code du travail le prévoit. Mais c'est une confiance a priori. Alors, ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'il y a très peu de refus. Il y en a pour l'instant 32 au plan national sur 220 000 dossiers. Mais par contre, il y a eu des difficultés opérationnelles qui sont maintenant derrière nous. Mais il faut savoir qu'avant, il y avait quelques centaines de dossiers par semaine. Donc, c'était fait à la main. À la fin, on donnait les codes, etc. Maintenant, on est à plusieurs milliers par minute. Donc, je voudrais saluer le travail des services du ministère et des services en région, des directs et de l'ASP, qui est l'opérateur, parce qu'on a changé ce système d'information en 10 jours. Et pour tous ceux qui savent ce que c'est que changer un système d'information qui doit marcher pour traiter des milliers de demandes à la minute, ça n'est pas rien. Donc, il y a eu quelques jours où c'était difficile d'obtenir les codes. C'est réglé maintenant. Et donc, je pense qu'on va être serein sur la partie exécution. Ok, parfait. Peut-être une dernière question sur le chômage partiel avant de prendre d'autres questions de nos internautes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut cumuler le chômage partiel avec une autre activité? Je pense à des internautes qui nous ont sollicité sur le fait, par exemple, d'aller aider les agriculteurs, d'aller prendre un emploi saisonnier ici ou là. Est-ce que c'est cumulable avec le chômage partiel? Alors, ça n'est pas cumulable dans la même entreprise. Je rappelle aux employeurs, c'est très important, et aux salariés, que lorsqu'on est au chômage partiel, on ne travaille pas. On ne peut pas être en chômage partiel et travailler même en télétravail en même temps, puisque c'est plus votre employeur qui paye le salaire, c'est l'État. Et donc, il est illégal et lourdement sanctionné si un employeur met ses salariés en chômage partiel et leur demande de travailler. Ça, c'est dans la même entreprise. En revanche, nous avons autorisé, compte tenu des tensions de manœuvre dans certains sujets, notamment l'agriculture, parce que ça n'échappe à personne, c'est le printemps, c'est la saison où on cherche 200 000 saisonniers pour recueillir les fraises, les asperges et planter les semis pour l'automne. Et donc, on a autorisé le fait de cumuler le chômage partiel qu'on peut avoir, par exemple, en tant que salarié dans un restaurant, qui par définition est fermé, et pouvoir avoir un salaire comme saisonnier de l'agriculture. Donc, on peut cumuler avec un autre emploi, mais évidemment, dans la même entreprise, votre employeur ne peut pas vous demander de travailler. Parfait. Alors, peut-être avant d'aborder les questions de protection des salariés, qui reviennent évidemment et de façon très légitime dans la période, j'aurais peut-être qu'on puisse se dire quelques mots des mesures, des ordonnances que tu as pu prendre, et d'ailleurs que le Parlement a autorisé le gouvernement à prendre dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire de façon temporaire. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'esprit de ces mesures-là? Comment est-ce qu'on donne des instruments aux entreprises pour pouvoir s'adapter dans la période, et pourquoi est-ce qu'on le fait et à quoi ça va servir? Alors, il y a toute une série de mesures dans les 4 ordonnances que j'ai présentées au Conseil des ministres la semaine dernière et dans les 5 que je présente demain au Conseil des ministres, qui ont pour but de tenir compte de la situation et notamment, par exemple, de repousser plein de délais sur des élections, dans l'entreprise, sur le versement de l'intéressement en participation, sur plein de choses qui étaient quasiment impossibles à faire pour des entreprises qui sont pour un grand nombre d'entre elles à l'arrêt ou très au ralenti. Donc ça, c'est pour libérer, je dirais, les semaines qui viennent de toute pression de choses qui seraient impossibles à faire. Et puis, en termes de congés payés, de RTT et de durée de travail, on a pris des mesures qui sont transitoires, exceptionnelles, pour juste la durée de la crise sanitaire, et qui sont les suivantes. On autorise l'employeur à mobiliser des jours de RTT et d'épargne-temps en fixant la date lui-même. Alors, il n'y a pas un seul jour de RTT ou de CET qui est supprimé, mais il peut dire, ben voilà, on va le faire à telle date. Ça donne une souplesse et ça donne surtout de la souplesse pour repartir après. Mais il peut le faire dans la limite de 6 jours. Donc, il peut dire à ses salariés, ben voilà, vous avez 6 jours de RTT ou de CET qu'il faut prendre au mois de mai ou au mois d'avril
et pas forcément une autre date que vous auriez choisie. 6 jours sur l'ensemble. Et puis sur les congés payés, après avoir discuté avec les partenaires sociaux, j'ai inscrit l'idée qu'on pouvait faire la même chose, 6 jours de congés payés qui soient fixés collectivement, mais après, voilà, après discussion et par accord du comité social et économique. Il faut savoir qu'un employeur a déjà le droit de fixer vos dates de congé s'il vous prévient un mois à l'avance. C'est parfois le cas pour les vacances d'été notamment. Mais là, il s'agit de pouvoir le faire en 24 heures parce qu'on est dans des situations d'urgence. Donc ça, c'est une souplesse aussi qui a été donnée, mais il faut un accord des partenaires sociaux pour mobiliser 6 jours de congés payés, par exemple, la semaine prochaine. Enfin, on a prévu que par décret qui seront parcimonieux, rares, mais importants, on puisse augmenter la durée du travail de façon très transitoire, évidemment en ayant toutes les compensations, c'est-à-dire des heures majorées, on est payé plus, etc., des repos compensateurs, enfin tout ce qui est prévu dans le code du travail, mais qu'on puisse l'augmenter pour des secteurs qui seront en très forte tension. Par exemple, en ce moment, pour fabriquer les respirateurs, les masques, pour l'hospitalisation privée, si elle se met à être mobilisée entièrement, eh bien on aura probablement besoin d'un décret qui permet pendant quelques semaines d'autoriser un temps de travail qui est supérieur, évidemment rémunéré de façon nettement supérieure. Donc c'est une souplesse provisoire, mais il faut le faire pour certains secteurs type agroalimentaire. Si on avait des tensions sur la chaîne d'alimentation, il faut pouvoir nourrir les Français qui sont confinés. Ou dans le domaine médical, ou dans l'énergie. C'est vraiment fait pour des cas exceptionnels, mais il faut avoir cette liberté dans les semaines qui viennent. Je crois que tout le monde le comprend. La priorité, c'est de soutenir nos soignants qui soignent les malades. Et la deuxième priorité, c'est que tous les Français qui sont confinés, ils puissent vivre en étant nourris, en ayant de l'eau potable, de l'électricité, Internet, parce que sinon, difficile de faire l'école à la maison ou le télétravail. Et donc, pour tout ça, il y en a qui travaillent, c'est la fameuse deuxième ligne. Et cela, on doit pouvoir faire tout pour les protéger, mais aussi permettre que le travail ait lieu pour que le pays soit pas à l'arrêt complètement, parce que là, il y aurait sinon des conséquences de la vie quotidienne des Français très lourdes. Alors, à l'inverse, il y a des questions qui sont posées sur justement le fait, par exemple, pour des salariés qui sont en période d'essai, est-ce que l'employeur peut mettre fin à la période d'essai pendant la période qu'on est en train de vivre? A priori, c'est des choses qui sont inchangées. Oui, ça c'est inchangé. En revanche, on est en train de discuter, enfin c'est quasiment abouti avec l'UNEDIC, c'est que pour quelqu'un qui aurait démissionné, qui avait une promesse d'embauche, c'est-à-dire qu'il avait son contrat de travail et le confinement est arrivé juste au mauvais moment, ça arrive, qu'il puisse avoir le droit à l'assurance chômage. Parce que si votre contrat de travail n'a pas démarré, et que vous aviez des droits à l'assurance chômage, mais comme vous avez démissionné, en principe vous n'y avez pas droit. Là, ça sera un cas de démission légitime. Vous aviez une promesse d'embauche. Donc, on est en train de régler toutes ces situations intermédiaires de ceux qui se sont retrouvés juste à la mauvaise date, dans le mauvais statut, pour qu'ils ne soient pas pénalisés. C'est pour les mêmes raisons que pour ceux qui étaient en CDD et en intérim. On prolonge aussi. Ils peuvent être en chômage partiel, on peut le prolonger pour qu'ils ne soient pas en difficulté. Et puis ceux qui arrivaient en fin de droit au mois de mars, oui, c'est une des questions qui revient beaucoup dans notre live. Tous ceux qui arrivaient en fin de droit au mois de mars, en principe, n'avaient plus d'indemnité chômage. Ils se retrouvaient franchement en difficulté. Et donc, j'ai pris un texte qui permet de faire qu'ils auront au mois d'avril la même chose qu'ils avaient au mois de mars et on le refera au mois de mai si nécessaire. En gros, on répète les derniers droits acquis le temps qu'il faut pendant la crise sanitaire. Donc, personne n'arrive en fin de droit sec dans cette période. Je crois que c'est très important pour protéger ceux qui arrivent au moment où effectivement c'est très difficile de trouver un travail et ne doivent pas être pénalisés. Bien sûr. Alors tu évoquais la question des secteurs qui sont mobilisés. On voit, on en a parlé la semaine dernière d'ailleurs avec Agnès, sur la grande difficulté à établir les métiers essentiels et de vouloir faire une liste des métiers qui seraient dans les métiers dits essentiels et ceux qui ne le seraient pas. D'ailleurs, il y a des pays qui ont fait des allers-retours sur la question, qui se sont essayés à faire en sorte que ce type de liste puisse exister. En réalité, c'est très difficile. Tu le disais, quand on tire le fil, il y a beaucoup de métiers qui sont nécessaires au bon fonctionnement du pays. Mais évidemment, ça amène à la question de la protection des salariés qui sont conduits à travailler dans la période. Ça a été, je crois, pour toi, beaucoup de discussions avec les partenaires sociaux ces derniers jours, ces dernières semaines pour essayer de trouver les bonnes solutions. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, la question du BTP, évidemment, est centrale dans notre live. Il y a énormément de questions qui sont posées sur cette question.
Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu abordes les choses là-dessus et comment est-ce qu'on accompagne les branches professionnelles, notamment à trouver les dispositifs et à pouvoir protéger efficacement les salariés? Alors d'abord, je confirme ce que disait Agnès Pannier-Runacher. On a regardé avec Bruno Le Maire, et les pays qui font des listes, ils n'y arrivent pas parce que tous les jours, ils découvrent que une activité est dépendante d'une autre. En fait, c'est un jeu de domino. Donc on peut réduire l'activité dans beaucoup d'entreprises, mais l'arrêter complètement, souvent, on met le fournisseur et le client en difficulté. Et donc, on a préféré une approche où on dit c'est entreprise par entreprise qu'on regarde, que l'employeur regarde avec son comité social et économique, qui discute avec ses salariés pour voir ce qui peut être différé, ce qu'il faut continuer à faire. Mais là, la condition, c'est la protection des salariés. Moi, c'est simple, j'ai deux priorités. Je ne pense qu'à ça depuis 3 semaines. C'est éviter les licenciements, le chômage partiel, et protéger les salariés qui vont travailler pour le bien de tous et pour faire tourner le pays. Alors, comment on fait? J'ai mis en place il y a une douzaine de jours une équipe projet, une task force, d'une dizaine des meilleurs spécialistes de santé au travail qui existent dans le pays, pilotée par la Direction générale du travail, qui fait un super boulot là-dessus, qui est une de mes administrations, et qui travaille avec les professionnels pour dire comment les gestes barrières, qui sont la vraie protection, peuvent s'appliquer. C'est-à-dire comment on fait pour avoir 1 mètre de distanciation, le lavage des mains régulier, etc. Quand on est caissière, quand on est chauffeur-livreur, quand on est ouvrier de l'agroalimentaire, quand on est dans l'agriculture, quand on est dans l'énergie. Il faut le définir métier par métier, parce que ça prend pas forcément la même forme. Par exemple, dans la grande distribution, on a vu que la meilleure protection à la caisse, c'est un écran de plexiglas. Et il faut en plus des pauses fréquentes pour se laver les mains, plus du gel. Et encore, je vous fais la version courte, c'est évidemment un peu plus raffiné que ça, mais c'est vraiment un travail qui se fait métier par métier. Le niveau de protection doit être complet dans chaque métier. Mais la forme que ça prend, la protection peut être différente d'un métier à l'autre parce que c'est pas les mêmes exercices. Encore une fois, qu'on est auxiliaire de vue ou chauffeur routier, c'est pas la même chose dont on a besoin. Alors, comment on fait? On travaille donc secteur par secteur. J'ai demandé à Laurent Pietraszewski, qui évidemment sur les retraites est un petit peu moins occupé en ce moment, et qui est venu, qui vient me prêter main forte pour m'aider à décliner ça plus rapidement dans de nombreux secteurs. Et nous travaillons sur différents sujets. Alors sur le bâtiment, il y a une quinzaine de jours qu'il y a des discussions. Il y a eu un dialogue patronat-syndicat sur le sujet, après que je les ai un peu interpellés sur le fait de comment on avance sur la protection des salariés. Aujourd'hui, la proposition a été aussi rediscutée avec le ministère de la Santé, le ministère du Travail et le ministère en charge du logement et de la transition écologique et solidaire, parce qu'il faut évidemment que ça corresponde à une vraie sécurité, qu'on puisse confirmer aux salariés que si on respecte ces conditions-là, ils sont protégés. C'est très important, parce que moi je comprends l'inquiétude des salariés. Personne ne veut aller au travail la boule au ventre. On veut être sûr que voilà, les protections qui sont mises en place correspondent à ce qu'il faut. Donc on est au bord d'aboutir avec le bâtiment. Je pense qu'on aura abouti, j'espère bien, d'ici la fin de la semaine. C'est-à-dire que on a parlé d'un guide oui. pour les entreprises du BTP. Est-ce que quand ce guide sera validé d'une certaine façon pour la branche, est-ce qu'il aura une valeur? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des salariés qui pourront dire moi, mon entreprise, elle ne respecte pas justement les conditions de sécurité qui sont indiquées dans le guide des bonnes pratiques sanitaires? Est-ce que je peux me mettre en déport à ce moment-là? Comment ça va marcher? Alors, à partir du moment où il y a un guide des bonnes pratiques qui a été mis en place et approuvé comme étant ce qu'il faut faire dans tel ou tel métier, les entreprises doivent l'appliquer. Alors, c'est pas une norme au sens juridique du terme, mais évidemment, ça va être le point de référence de tout le monde. Donc, je rappelle qu'un employeur, il a une responsabilité dans le code du travail qui est de s'assurer de la santé et la sécurité de ses travailleurs. Il ne peut pas être responsable que quelqu'un tombe malade et soit contaminé par le Covid-19. Non, mais l'employeur est responsable d'avoir mis toutes les mesures de protection pour que les gestes barrières puissent être respectés. Et c'est ça que dit le guide. Les guides de bonne pratique disent comment vous faites dans tel métier pour respecter les gestes. Alors, s'il a trouvé une autre manière aussi bien, et voire mieux que le guide, très bien, mais enfin dans la pratique, en général, ceux qui n'appliquent pas le guide sont ceux qui n'assurent pas toutes les protections. Et là, l'employeur peut se mettre en grosse difficulté parce qu'il n'assure pas son rôle. Donc, effectivement, la question du droit de retrait dans ces cas-là
peut se poser. Et puis aussi, je rappelle qu'il peut y avoir des contentieux et que le juge il prendra forcément appui sur ce document de référence. Mais encore une fois, c'est fait pour aider les entreprises et aider les salariés à se dire, voilà, moi là, on connaît, c'est carré, on sait ce qu'il faut faire, on le fait, et avec ça, tout le monde est sécurisé. Je crois que c'est vraiment l'idée de ce qu'on bâtit avec ces guides de bonnes pratiques. Ouais, ça donne une valeur d'une sorte d'obligation de moyens, d'une certaine façon, qui est Oui, clarifiée et l'obligation qui de ensuite… moyens, c'est ce que prévoit le Code du travail, mais c'est quels moyens faut-il mettre en œuvre? Ça dit quels moyens il faut mettre en œuvre dans tel ou tel métier. Exactement. Peut-être une thématique, j'essaie de lire pendant qu'on parle les messages qui remontent, d'essayer de rendre notre conversation intelligible, mais de répondre aussi aux questions qui sont posées, évidemment. Il y a des questions sur tout ce qui est emploi à domicile, qui concerne un grand nombre de Français, salariés ou employeurs. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu les choses là-dessus? Le chômage partiel peut s'appliquer là aussi, il me semble. Peut-être tu peux nous donner des éléments. D'abord, jusqu'ici, les personnes employées à domicile et les assistantes maternelles n'avaient pas le droit au chômage partiel. C'est une des choses qu'on a changé. Maintenant, si l'employeur dit je n'ai plus besoin de vos services, eh bien à ce moment-là, les employés à domicile et les assistantes maternelles ont droit au chômage partiel, donc un vrai filet de sécurité. Certains, j'ai entendu dire alors on n'a plus le droit de travailler. Non, c'est pas du tout. On a tout à fait le droit de travailler. Simplement, si par exemple les parents qui gardent leur enfant disent du coup je n'ai plus besoin de l'assistante maternelle, c'est des cas qu'on rencontre. Il faut que l'assistante maternelle soit protégée et à ce moment-là, sur le site du CESU, l'URSSAF, l'employeur va déclarer les heures de l'employé à domicile, de l'assistante maternelle, et sera remboursé par l'État dans les mêmes conditions via le CESU les sommes qu'il a déboursées. Donc je le dis aux employeurs, c'est très nouveau pour les employeurs à domicile. Et si vous n'avez plus besoin ou moins besoin de votre emploi à domicile ou de l'assistante maternelle dans les semaines qui viennent, ne diminuez pas juste les heures et mettez pas en précarité vos salariés. Utilisez le chômage partiel, c'est sur le site, c'est très bien guidé et ça vous permettra de garder le contact avec la personne qui travaille pour vous, qui travaille auprès de vous et ne pas la mettre en précarité et en même temps vous serez remboursé de ce que vous avez payé. Ouais, c'est bien l'employeur qui continue de payer et ensuite l'État, au sens large évidemment, qui rembourse les employeurs. Dans le même genre, les indépendants, beaucoup de questions sur les indépendants. Les dispositifs s'appliquent, tu l'as dit, peut-être un peu différemment que le chômage partiel. Tu peux nous en redire quelques mots parce que je vois qu'il y a pas mal de questions qui reviennent. Alors pour les indépendants, y compris professions libérales, collaborateurs d'indépendants, je pense notamment chez les notaires, les avocats, les professions réglementées, tous ceux qui ont un statut d'indépendant, le filet de sécurité, c'est de ce fonds de solidarité qui a été mis en place et qui est maintenant opérationnel et qui va leur permettre d'avoir automatiquement, si leur activité est menacée, ils vont avoir automatiquement 1 500 € par mois. Et ils pourront demander, mais là, ça sera sur examen du dossier, 2 000 € de plus. Donc, au total, 3 500 €. Mais le 1 500 est automatique. Alors, ce que Bruno Le Maire a confirmé il y a quelques heures, c'est que pour le mois de mars, on évaluait la difficulté de l'indépendant sur le fait qu'il avait 70% de son chiffre d'affaires qui était menacé, et maintenant c'est 50% pour le mois d'avril. Parce qu'évidemment, le mois de mars, tout le monde a commencé à travailler au début. C'est à la fin que ça s'est posé. Tandis qu'au mois d'avril, il y a des gens qui ont plus du tout d'activité ou très peu d'activité. Et là, ça sera automatique. Ouais, ça avait été une remontée très forte. C'est peut-être aussi l'occasion de saluer le rôle des parlementaires qui sont quand même très engagés dans la période, qui jouent vraiment un rôle aussi de capteur des difficultés du terrain. On essaie de le faire en tant que mouvement politique, mais je crois que les parlementaires de tous les bords avaient bien noté cette difficulté-là, très concrète de prise en charge sur un mois complet ou partiellement, puisque comme tu le rappelles à l'instant, c'est évidemment sur un bout du mois de mars que la situation s'est empirée. Et donc, le gouvernement a fait preuve de beaucoup de réactivité sur ce point. Et c'est vrai que c'est bien d'être à la hauteur dans ces moments-là. Je voudrais saluer à cette occasion-là, Stan, le fait que lorsque la loi d'urgence sanitaire a été votée, donc moi j'avais la chance d'être au banc, je dis la chance parce que c'est toujours très fructueux de discuter directement avec les parlementaires. Je pense qu'on a amélioré le texte collectivement grâce à toutes vos remontées de terrain. Et puis maintenant qu'on est dans la mise en œuvre,
toutes ces remontées que tu évoques sont extrêmement importantes, parce qu'évidemment, on a beaucoup de choses très inédites, et c'est bien, on se mobilise, la France se mobilise pour donner un filet de sécurité, pour permettre de repartir demain, mais forcément, il y a des ajustements à faire, et les remontées de terrain des uns et des autres, des internautes et des députés, tout ça est très utile pour que s'il y a des petites choses à corriger, on les corrige, et qu'on soit tous au rendez-vous d'une France solidaire, unie, et qui demain repart plus fort. Écoute, j'avais l'honneur de représenter avec nos autres collègues le groupe pendant ce moment important à l'Assemblée, effectivement, et c'est vrai qu'on a essayé de trouver avec vous les solutions, et je crois que le dialogue a été très fructueux. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'espère qu'on a transmis ce soir des informations utiles. Je le redis, on a mis en place cette hotline qui, je pense, est justement pour nous aussi un capteur qui nous permet de remonter au gouvernement ensuite des idées, des suggestions, des interrogations, des choses qui sont peu comprises. Donc, sur le site de La République En Marche, et c'est évidemment un canal qui fonctionne avec ces lives. Donc, demain soir, on se retrouve les mardis, les mercredis, les jeudis soirs avec Denis Thuriot, le maire de Nevers, avec Caroline Cailleux, la maire de Beauvais, pour parler de la façon dont les collectivités locales, dont les maires sont eux aussi en première ligne. Ils jouent un rôle essentiel, un rôle d'information, un rôle évidemment d'action auprès de leurs concitoyens. Et donc, ce sera avec grand plaisir qu'on les retrouvera demain soir. Merci beaucoup, Muriel. Bon courage. Et puis à tous et à toutes, prenez soin de vous dans la période. Restez chez vous, respectez les règles sanitaires. On est en train de sauver des vies par notre esprit collectif et par notre discipline aussi. Le confinement, c'est déjà 2500 vies sauvées. Le ministre de la Santé le disait tout à l'heure dans des questions au gouvernement. Ce sera évidemment plus. Donc, faisons œuvre de civisme dans les jours qui viennent. Bonne soirée à tous et à bientôt.